d'éléments et de clés en main. C'est tout à fait évident. Et il est vrai que son absence au procès a nécessairement tronqué un petit peu non pas la vérité du procès en termes de responsabilité de la construction de la tribune, enfin tout ça, c'était, j'allais dire, indépendant en réalité de l'existence ou non de M. Philippi, mais toute la démarche propre au club ayant conduit à la construction de cette tribune, on n'a pas eu par ce décès l'explication orale que l'on aurait peut-être eu s'il avait été vivant au moment du procès, c'est évident. À l'époque de la catastrophe, le club connaît de graves difficultés financières. Jean-François Philippi a-t-il voulu réaliser une bonne opération au mépris de la sécurité des spectateurs? Pour la justice comme pour les victimes du drame, cette thèse ne fait aucun doute. Il ne faut pas être candide, c'est-à-dire que l'idée, effectivement, c'était de faire une grande fête du football, ça j'en suis totalement convaincu. L'idée, c'était aussi que cette grande fête du football allait rapporter de l'argent. C'est une évidence. Donc moi, pour eux, aucun problème. Je savais que ce qu'ils avaient fait, c'est pour l'argent, et peu importe comment le travail avait été fait. Seul le chèque comptait pour eux. Ce rôle de l'argent, un homme le dénoncera à l'époque. Il s'appelle Robert Sosi. C'est un militant nationaliste. Il s'attaque courageusement et publiquement à Jean-François Philippi, qu'il tient pour le premier des responsables de la catastrophe. Il le paiera de sa vie, les nationalistes corses du FLNC revendiqueront son assassinat. Robert, c'était un militant sincère, intègre, généreux en tout. C'était un travailleur. On peut dire que du bien de Robert. Bon, Robert, il est resté près de moi au stade. Il faut penser aussi que son deuxième garçon ne connaîtra jamais son père aussi, hein, puisqu'on en revient encore aux victimes. Enfin, moi, pour ma part, pour moi, personnellement, je l'inclus dans les victimes de Fouriani, Robert. En s'attaquant à Jean-François Philippi, Robert Sosi ne s'en prend pas seulement à un homme d'affaires avisé. Philippi est maire de Luciana, une petite commune près de Bastia. Propriétaire de nombreuses sociétés dont une concession de location automobile, l'homme est proche des milieux nationalistes qu'il contribue à financer. Le problème n'est pas de savoir s'il avait des relations avec ceci, avec cela. Nous sommes en Corse, on peut avoir des relations avec tout le monde, avoir des vies parallèles et pour autant être un honnête homme. Jean-François Philippi était un directeur de club. C'était quelqu'un qui faisait du sport ou qui faisait faire du sport, et c'était quelqu'un qui gérait les finances d'un club de professionnels. Il a choisi l'option qui lui semblait la plus intéressante, entre guillemets, et pour le sport, et pour le club. Pourtant, le club de Bastia n'échappe pas non plus à la spirale nationaliste. Pour preuve, cette société qui travaille sans facture pour le compte du Sporting. Spécialisée dans le convoyage de fonds, Bastia Securita est en fait une vitrine par balle en quelque sorte de la lutte armée insulaire. À l'époque, Jean-Martin Verdi, actuel dirigeant du Sporting, est l'un des principaux cadres de Bastia Securita. Un certain Charles Pierry, sulfureux leader nationaliste, actuellement en prison, y fait également ses armes. Nous savions à l'époque que, effectivement, le Sporting Club de Bastia n'était pas extrêmement éloigné du nationalisme insulaire. C'était un secret pour personne. C'était même tellement peu un secret que c'était totalement affiché. On voyait très régulièrement dans les gradins le drapeau nationaliste avec le ribellou qui était là. Enfin, donc, il n'y avait pas de doute là-dessus. Jean-François Philippi aurait-il subi des pressions? Le mystère reste entier. Seule certitude, l'argent du match du 5 mai 92 disparaîtra quelque temps avant d'être finalement restitué au club. Il faut dire que la vente des billets représente une somme importante, d'autant plus importante que le président du club a multiplié par 10 le prix des places attribuées à la tribune Nord. De 50 francs, les billets passent à 500 francs. Là encore, en parfaite illégalité et en toute discrétion. Ce que je pense sincèrement,
sur cette affaire-là, c'est qu'effectivement, ce match devait avoir lieu. Il ne pouvait pas ne pas avoir lieu. Ça, je crois que dans l'esprit de Philippi ou de tout le monde, c'était profondément ancré, ou du moins de beaucoup de personnes, c'est profondément ancré. Donc, tout ça sera régularisé. Pour régulariser, il va falloir de nombreuses complicités. Pour pouvoir mettre en vente ces billets, le club a besoin de l'autorisation de la Fédération française de football. Pour avoir cette autorisation, il faut l'accord préalable de la commission de sécurité. À 6 jours du match, cette commission ne s'est pas encore réunie et pour cause, la tribune n'est toujours pas finie. C'est là qu'entre en scène un nouvel acteur, la Ligue corse de football. La Ligue, elle est envoyée là. Il y a des gens qui se promènent, je dirais, avec leur badge d'administratif ou de je ne sais quoi, d'officiel, et eux sont là simplement et avertissent la fédération en disant oui, a priori tout marche. Et a priori tout marchait. A priori tout marchait. Pour pouvoir se faire délivrer les billets par la fédération, la Ligue doit fournir un PV de commission de sécurité. Là, tout simplement, la Ligue fait un faux PV. Alors, un faux PV qui est vraiment grossier. C'est-à-dire que le PV qui est adressé à la Fédération française, il est en tête de la Ligue corse. Bon. Donc, je pense que la Fédération française aura quand même pu avoir quelques doutes ou quelques scrupules avant de délivrer la billetterie. Ce faux procès-verbal, le voici. Daté du 29 avril, il précise, noir sur blanc, la commission de sécurité estime remplies les conditions pour un bon déroulement de la rencontre et donne son assentiment pour la tenue du match. Ce document n'avait pas de valeur administrative. Il faut être clair là-dessus. Alors c'est vrai que le document a été extrêmement mal formulé. Il a été tapé à la va-vite, et il a été faxé à la va-vite. Mais ce n'est pas, je dirais, le fruit d'une collusion entre le Sporting d'un côté, la Ligue corse de l'autre qui aurait touché une commission quelconque, etc., etc. Toujours est-il que grâce à ce faux, les billets pourront être mis en vente avant même que la tribune provisoire ne soit terminée. Dans son faux procès-verbal, la Ligue corse cite également la Socotec, une société chargée de contrôler la conformité de l'ouvrage qui a donné son feu vert. Bohamont a fait et Socotec a laissé faire. Tout est là. On a un dossier, on a des expertises, on a des professionnels qui nous disent, à la vision de cette construction, il aurait dû voir, s'il avait été raisonnablement attentif, qu'il y avait un problème. Il ne l'a pas vu. C'est cet homme, Bernard Rossi, l'ingénieur de la Socotec. Durant le procès, Bernard Rossi expliquera que son expertise ne portait que sur le sol où était installée la tribune et pas sur l'édifice lui-même. Une défense qui ne résistera pas à l'enquête. Mon impression d'enquêteur dès le début de mon enquête, c'est que la première chose que j'ai fait, c'est de vérifier chez ces organismes certificateurs, en remontant pas loin de 10 ans en arrière, si effectivement il arrivait que quelquefois, dans des cas exactement similaires, on ne se prononce que sur la solidité du sol. Et ma réponse, c'est clairement non. À chaque fois, que ce soit Socotec, APAV ou Veritas, ils sont mandatés pour les deux, pour la solidité du sol et la solidité de la tribune, et la conformité de la tribune. Pourquoi l'ingénieur nie-t-il avoir vérifié la tribune? Là encore, mystère. D'autant que plusieurs personnes affirment que l'édifice présentait des signes évidents de danger, comme le montrent d'ailleurs ces images tournées peu avant la catastrophe. Une impression largement partagée par les témoins que nous avons rencontrés. Moi, en sortant du stade, j'ai donné mes places à ma sœur qui m'attendait avec une amie à elle. Et ma sœur était passée sous les tribunes, elle a dit « Ouh là là, cette tribune, est-ce que ça bouge dessous ?» Mais bon, ça a été une réflexion comme ça, jamais elle avait pensé que ça pouvait tomber, parce que bon, quand on construit quelque chose comme ça, c'est fait pour tenir. Hein. Je ne pense pas qu'il va y avoir une tragédie, évidemment. On ne peut pas y penser, parce que bon, ça ne s'était jamais produit en France, il n'y avait pas de raison que ça se produise là. Mais je me dis que ce truc apparaît pas très solide, voilà ce que je me dis. Mais sans penser, évidemment, qu'il va se casser la gueule, bien sûr. Alors, question, pourquoi les services de l'État, seuls capables d'interdire l'accès à la tribune, ne se sont pas inquiétés?
C'est l'une des grandes questions que pose ce drame. L'État n'y a toujours pas répondu. Sans l'accord de la commission de sécurité, composée de représentants de l'État, impossible de jouer le match. L'accord, après de multiples tergiversations, sera finalement donné alors que les gradins se remplissent des premiers spectateurs. Impossible alors de faire machine arrière. Pourtant, le préfet de l'époque, Henri Huran, qui s'est rendu en personne sur le chantier, aurait émis des doutes sur la solidité de la tribune. Il y avait de nombreux témoins quand le préfet était sur le gradin. Et il sentait la fragilité de l'installation. Et c'est là qu'il a dit vous êtes sûr que ça va résister au holà? Ça a marqué. Vous êtes sûr que ça va résister au holà? Et vraiment, a sorti, oui, c'est le même gradin qui a servi pour les Jeux Olympiques à Albertville. Et Socotec a contrôlé, Socotec contrôle. Mais il est parti, mais pas rassuré. Des doutes que l'État aurait dû partager. En effet, dans une lettre adressée aux autorités datée du 21 juillet 91, Jacques Merville fait référence à l'effondrement d'un gradin construit par Sud Tribune. Et il prévient « Une véritable catastrophe est à craindre par l'effondrement d'un gradin plus important, 25 rangs par exemple. Pour éviter cela, nous souhaiterions une concertation avec vos services et vous soumettre des dispositions qui pourraient être prises pour assurer la sécurité du public. » Ce courrier restera sans réponse. C'est l'État qui permet que la catastrophe arrive. Le reste n'est, pardonnez-moi, vu la douleur des victimes, mais le reste n'est qu'indiciaire ensuite. Le reste, c'est marginal. C'est un technicien et une administration de l'État qui permettent que cela se passe, que cela se produise et que cela donne les conséquences que l'on sait. Un point de vue que ne partage pas Philippe Balladur. Chargé de l'enquête, la gendarmerie fait également partie de la fameuse commission de sécurité mise en cause. Dire c'est la faute de l'État, comme on l'entend perpétuellement dire en Corse dès qu'il se passe un événement, je dis c'est trop facile, c'est tout. Voilà, Trop facile. Pourtant, l'État, en laissant faire, a bien botté en touche. Pourquoi? Seule hypothèse, sa lâcheté, la crainte d'une émeute en cas d'annulation du match. Il est évident, il faut être honnête, que l'idée d'annuler le match était, à mon avis, extrêmement difficile à envisager. Le préfet, représentant de l'État, échappera à toute poursuite. Son directeur de cabinet, pourtant président de la fameuse commission de sécurité, sera relaxé en première instance. Cette décision provoquera la colère des familles des victimes. Toutes les victimes vous le diront, c'est un procès inachevé. On n'a pas réussi à savoir exactement ce qu'il en était. Je crois qu'il a manqué effectivement la sincérité de l'État, qui aurait dû dire « Nous sommes responsables, au premier chef, de ce qui est arrivé. » 17 morts, plus de 2400 blessés. Aujourd'hui encore, 12 ans après la catastrophe, les victimes de Furiani portent seules le poids de cette tragédie. Ni la Fédération française de football, ni les responsables du football en Corse, pas plus que l'État ou les dirigeants du club de Bastia, n'ont admis leur responsabilité dans cette affaire. Personne n'a présenté et ne présentera d'excuses aux victimes de Furiani. 12 ans